La mémoire de la résistance, c'est une expression qu'on utilise communément. Mais il n'y a pas la mémoire de la résistance. Il y a des mémoires de la résistance. Par exemple, par famille politique ou idéologique. Et chaque mémoire a eu ses héroïnes et ses héros. La droite ou la droite extrême a eu par exemple Honoré d'Estienne d'Orves. Le Parti communiste a eu Pierre Sémar, Daniel Casanova, Jean-Pierre Timbaud. La mémoire socialiste, Suzanne Buisson. Et je pourrais continuer à les égrener comme ça. La mémoire gaulliste, Moulin ou Pierre Brossolette. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que chaque composante de la résistance a mis en avant des figures qui étaient censées résumer, synthétiser son combat. Et elle a mis en avant ces figures pour une raison, à mon avis, assez simple, c'est que pour se souvenir des choses, pour fixer une mémoire, il faut oublier beaucoup et être sélectif. Autrement dit, pour se souvenir de Jean Moulin, il faut en oublier beaucoup d'autres. C'est ce que André Malraux, dans son discours du 19 décembre 1964 au Panthéon, appelle le cortège d'ombre qui accompagne Moulin. Eh bien, Moulin, il représente tous ces gens-là. Bon. Donc, il y a plusieurs types de mémoire. Le Parti communiste a excellé dans ce registre-là parce qu'il a fabriqué ses héroïnes et ses héros pendant la résistance. C'est-à-dire qu'il en a fait un moteur de son action. Gabriel Péry devient héros de la mémoire communiste pendant la guerre. Daniel Casanova, même chose. Bien. Mais en même temps, le Parti communiste a eu une particularité vraiment étonnante. Il a fait très mauvais ménage avec les héros vivants après la guerre. Il les a très rapidement évincés de son appareil de direction. Les exemples très connus, c'est André Marty, c'est Charles Tillon, c'est Georges Guingouin. Et à mon avis, il les a évincés pour une raison assez simple. Ces gens-là avaient pris une stature qui n'était pas compatible avec l'obéissance que l'appareil était en droit d'attendre d'eux, qui étaient tout de même avant tout des militants. Donc leur gloire, pour employer un terme fort, mais il n'est pas excessif à mon sens, elle était préjudiciable à un appareil et à un parti qui marche en bon ordre. Et donc on a montré de façon très claire qu'il n'y avait pas de héros, qu'il y avait un parti résistant. Et ce qui est frappant, c'est 1952, c'est le moment où on met au pas André Marty, grande figure du Parti communiste, et Charles Tillon. Ça, c'est un avertissement très clair adressé à tout le monde. Et puis ensuite suivront Pierre Harré, Maurice Régel-Valrimont, et on pourrait continuer longtemps la liste. Au fond, tous les gens qui ont eu un rôle de premier plan dans la résistance et qui n'acceptent pas de rentrer dans le rang, ces gens-là sont évincés. Le seul contre-exemple qu'on puisse donner, probablement, c'est celui d'Alfred Malré-Joinville, qui, lui, meurt assez tôt, en 1960, si je ne m'abuse, et qui donc ne sera pas évincé. Quant à Jacques Duclos, lui, il n'est pas évincé, mais il est membre de l'appareil depuis toujours, et il ne représente pas un résistant autonome. Il représente en réalité ce que la direction du parti a voulu d'un bout à l'autre de la période, et il a appliqué cette ligne, donc il n'y a aucune raison de se défaire de lui. Donc oui, il y a cette particularité de la mémoire communiste qui est assez frappante parce que ça a affaibli, paradoxalement, le poids du Parti communiste dans les luttes de mémoire. Le Parti communiste avait des atouts très importants à faire valoir à la Libération. Il s'intitulait lui-même le Parti des 75 000 fusillés. Il magnifiait son action résistante, il faisait des obsèques grandioses aux héros morts, etc. Mais en même temps, en évinçant petit à petit ceux qui avaient été le sel de son action, il a affaibli sa capacité même, sa capacité de projection. C'est-à-dire que cette mémoire-là, elle s'est petit à petit rétractée. Au moment où la mémoire gaulliste, je pense à la panthéonisation de Jean Moulin en 1964, elle, au contraire, se déployait. Donc dans la lutte mémorielle entre mémoire gaulliste et mémoire communiste, c'est la mémoire gaulliste qui l'a emporté, contre toute attente. Mais même quand on dit les choses comme ça, on simplifie à outrance. Parce qu'il y a une mémoire socialiste, par exemple, très forte. Le comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, qui a chapeauté l'écriture de l'histoire de la résistance, de la libération, grosso modo, à la fin des années 1970, il avait comme principal soutien Daniel Mayer, par exemple.
ou Henri Michel, qui était le secrétaire général du Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, c'était un socialiste. Autrement dit, cette mémoire-là, elle a aussi frayé son chemin. Peut-être en faisant moins de bruit, mais en étant tout de même assez efficace. Et puis surtout, cette mémoire globale, elle a été portée non seulement par des familles politiques idéologiques, mais par des individualités. Les noms dont on se souvient sont des noms dont on se souvient parce que des proches les ont portés, parce qu'ils ont tout fait pour qu'on ne les oublie pas. Jean Moulin à sa sœur Laure Moulin, Pierre Brossolette à sa femme Gilberte Pierre Brossolette, Jean Cavaillès à sa sœur Gabrielle Ferrière, et je pourrais continuer comme ça. Et là, on a des gardiens, ou des gardiennes en l'occurrence de la mémoire, qui font tout pour que cette mémoire ne s'efface pas. Mais ce que je dis là, c'est à l'échelle nationale. On pourrait à l'échelle régionale dire exactement la même chose. Je parlais de familles différentes. Les communistes dans le Limousin ont Guingouin, mais les socialistes ont Armand Dutrex. Les démocrates chrétiens ont Michelet. C'est pas les mêmes familles, ça raconte pas les mêmes histoires exactement. Ça veut pas dire que ceux qui célèbrent Michelet ne reconnaissent pas Dutrex ou Guingouin. Ça veut dire que la mémoire qu'ils privilégient, eux, c'est bien celle de leur héros. En d'autres termes, vous avez une mémoire qui est éclatée et qui peut-être peut être assez forte précisément parce qu'elle est éclatée, mais qui du coup est confinée dans des sphères assez particulières. Et la mémoire de la résistance, au sens large du terme, elle a du mal à se frayer un chemin, parce que beaucoup de ce que ces mémoires éclatées disent n'est vraiment intelligible que de ceux qui ont connu la résistance intimement. Et donc la résistance reste pour la majeure partie de la population un objet d'admiration, mais un objet difficilement accessible.